Maya a porté un inconnu sur son dos pendant 6 miles. 6 miles à travers une chaleur désertique qui pouvait tuer. 6 miles avec un garçon aveugle de 7 ans agrippé à son cou et lui faisant entièrement confiance. Elle avait 14 ans, était sans abri et affamée. Il était perdu et terrifié, et il ne voyait rien. Elle aurait pu s'en aller. Elle aurait dû s'en aller. Mais quelque chose dans ses pleurs lui rappelait elle-même, seule et oubliée. Elle a donc quitté les ruelles où elle dormait et les poubelles où elle mangeait pour se diriger tout droit vers le quartier général des Hells Angels. Elle ne savait pas qui il était. Elle ne savait pas que son père commandait les hommes les plus redoutés d'Arizona. Elle ne savait pas qu'un seul acte de gentillesse allait changer leur avenir à tous les deux pour toujours. Si les histoires de courage et de gentillesse inattendue vous touchent, pensez à vous abonner à cette chaîne. Nous partageons des récits qui nous rappellent notre humanité commune. Un j'aime ou un partage permet à ces histoires d'atteindre d'autres personnes qui en ont besoin. Merci d'être là. Le soleil de Tucson rendait l'après-midi insupportable. C'était le genre de chaleur qui donnait l'impression d'avaler du feu en respirant. Maya traversait la carcasse calcinée de ce qui était autrefois un centre communautaire. Ses baskets usées craquaient sur les morceaux de verre brisés et les débris carbonisés. À 14 ans, elle avait appris à voir des trésors là où les autres ne voyaient que des déchets. Elle ramassait tout ce qui avait une consigne. Une canette en aluminium ici, une bouteille en plastique là. Tout ce que quelqu'un d'autre avait jeté et que le centre de recyclage pouvait accepter. Son sac à dos était léger sur ses épaules aujourd'hui. Il ne contenait que 7 canettes, ce qui signifiait qu'elle passerait une nouvelle nuit à avoir faim. Mais c'était normal. La faim était devenue sa compagne permanente. C'était une douleur sourde dans son estomac qu'elle avait appris à ignorer, comme un bruit de fond. Elle tendait la main vers une canette écrasée coincée entre des blocs de béton lorsqu'elle l'entendit. C'était un son qui ne cadrait pas avec le crépitement des cendres qui retombaient et le bourdonnement lointain de la circulation. Un pleur faible, désespéré, terrifié. Ce n'était pas le pleur rageur d'une crise de colère, ni le pleur frustré d'un genou écorché. C'était le pleur de la peur pure, celui qui venait d'un sentiment d'impuissance absolue. Maya s'immobilisa. Sa main se figea à mi-chemin vers la canette. Tout l'instinct de survie qu'elle avait développé au cours de ces 2 années d'itinérance lui disait de continuer à marcher, de s'occuper de ses affaires et de rester invisible. S'impliquer signifierait des complications, et les complications signifieraient le danger. Mais les pleurs continuaient. C'étaient des sanglots brisés, entrecoupés et saccadés, comme si quelque chose de fondamental se brisait en temps réel. Elle suivit prudemment le son, enjambant les débris et s'enfonçant plus profondément dans la structure brûlée. La chaleur était pire ici, emprisonnée entre les murs noircis qui portaient encore les traces de l'incendie de la veille. La sueur coulait dans son dos, imprégnant son t-shirt trop grand. Sa faim s'intensifiait, lui donnant le vertige. Mais elle continua à avancer vers le son, car quelque chose en lui dépassait son instinct de survie, touchant la partie d'elle-même qui se souvenait de ce que l'on ressentait lorsqu'on avait peur et qu'on était seul, sans personne pour venir à son secours. Derrière le bâtiment, là où les cendres rencontraient le béton et une clôture brisée, elle le trouva. C'était un petit garçon, âgé d'environ 7 ans, assis dans la poussière, les genoux repliés contre sa poitrine. Ses mains étaient écorchées et ensanglantées, ses petits doigts tremblaient tandis qu'il tendait la main vers le vide. Son visage était strié de larmes et de suie, créant des traînées boueuses sur ses joues. Mais ce furent ses yeux qui coupèrent le souffle à Mia. Ils étaient troubles et flous. Il regardait tout sans rien voir. Il était aveugle, complètement aveugle. Il appelait d'une petite voix brisée qui fit mal au cœur à Mia. « Papa, papa, où es-tu? Je ne vois rien. Je ne te trouve pas. » Mia s'approcha lentement, comme elle l'aurait fait avec un chien errant, sans menace et avec douceur. Son ombre tomba sur lui et il sursauta, tournant la tête vers elle, mais ses yeux étaient incapables de distinguer son visage. « Qui est là? » Sa voix se brisa sous l'effet d'une nouvelle terreur. « Hé !» murmura Maya en s'agenouillant dans la poussière à côté de lui. « Hé, tout va bien? Tu es blessé? » La lèvre inférieure du petit garçon tremblait. De nouvelles larmes coulaient sur ses joues déjà mouillées. « Je ne vois rien, » sanglota-t-il. « Je ne vois rien. J'étais au milieu de tout ça. Il y avait du feu. Les gens couraient. Je me suis perdu et je ne trouve pas mon papa. »
Maya ressentit une douleur lancinante dans la poitrine. Elle avait vu des choses difficiles au cours de ses 14 années, plus que la plupart des enfants de son âge ne devraient jamais avoir à voir. Mais il y avait quelque chose chez ce petit garçon aveugle et terrifié, dans une ruelle où il n'aurait jamais dû se trouver, qui la touchait différemment. Maya n'avait aucune idée que ce garçon en pleurs l'amènerait dans un endroit où elle ne pourrait jamais survivre seule, ni qu'il lui sauverait la vie en retour. Si vous pensez qu'aucun enfant ne devrait affronter le danger seul, abonnez-vous à notre chaîne. Nous racontons des histoires qui comptent. Maya était invisible depuis 2 ans. Pas invisible comme dans un conte de fées, mais invisible comme dans une situation désespérée. Le genre où l'on apprend quelle ruelle la police ne patrouille pas, quelles poubelles sont remplies de pain de la veille plutôt que de déchets, et quelle partie de la ville oublie votre existence juste assez longtemps pour vous permettre de reprendre votre souffle. À 14 ans, elle aurait dû se soucier de ses devoirs, de ses amis et de ce qu'elle allait porter à l'école. Au lieu de cela, elle se réveillait chaque matin avant l'aube, lorsque l'air du désert était suffisamment frais pour se déplacer sans fondre. Elle enfilait son sac à dos, maintenu par des épingles de sûreté et de l'espoir, et commençait sa tournée. La routine était toujours la même. D'abord les bouteilles, puis les canettes en aluminium, si elle avait de la chance, et tout autre objet consigné que quelqu'un d'autre avait jeté et que le centre de recyclage accepterait. En milieu de matinée, si elle avait récolté suffisamment, elle avait de quoi s'acheter quelque chose dans un menu à $1. Un hamburger si la journée avait été bonne. Rien si elle ne l'avait pas été. Mais voici ce qui distinguait Maya des dures réalités que la vie dans la rue essayait d'imposer aux gens. Elle ne mangeait jamais seule. Quelque part entre la laverie et la station-service, il y avait un chat errant aux côtes apparentes et au pelage emmêlé, avec des yeux qui en avaient trop vu, tout comme les siens. Maya s'asseyait sur le trottoir, coupait sa nourriture en deux et partageait son repas avec une créature aussi oubliée qu'elle. Son histoire n'était pas unique. Ni à Tucson, ni ailleurs d'ailleurs, ses parents avaient sombré dans la toxicomanie lorsqu'elle avait 12 ans. Ils avaient choisi la drogue plutôt qu'elle. Rentrer à la maison signifiait les trouver inconscients ou complètement disparus. L'électricité était coupée et le loyer n'était pas payé jusqu'à ce que l'avis d'expulsion arrive. Les services sociaux sont intervenus comme ils le devaient, la plaçant dans une famille d'accueil comme le système le promettait. Mais le système avait des failles suffisamment grandes pour qu'une fillette de 12 ans puisse y passer à travers. La première famille d'accueil l'a accueillie pendant 3 mois avant de décider qu'elle était trop calme, trop renfermée et qu'elle demandait trop de travail. La deuxième famille avait trop d'enfants et pas assez de nourriture. Le père de la troisième famille d'accueil avait le regard insistant et les mains baladeuses. Maya s'est enfuie avant que quelque chose de pire ne se produise. La rue est devenue son foyer, car c'était plus sûr que les autres options. Pendant 2 ans, Maya a survécu en devenant invisible. Elle a appris à se déplacer dans Tucson comme une ombre à midi, présente mais inaperçue, là mais invisible. Elle savait quel bibliothécaire la laisserait s'asseoir à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée, sans poser de questions. Elle a également appris quelle station-service elle pouvait utiliser pour se laver le visage et les mains. Elle a appris à rationner sa nourriture, à faire durer 3 crackers toute la journée et à boire de l'eau lentement pour éviter les crampes d'estomac. Mais ce qui a fait secouer la tête d'incrédulité aux autres sans-abri à propos de Maya, c'est qu'elle ne s'est jamais endurcie. La rue n'avait pas fait disparaître sa gentillesse, elle ne l'avait pas rendue cruelle, désespérée ou prête à tout pour survivre. Elle voyait une femme âgée sans domicile fixe qui avait du mal à porter des cruches d'eau depuis la fontaine publique. Maya posait ses propres sacs pour l'aider, portant les cruches sur 3 pâtés de maison, même si ses épaules lui faisaient mal. Elle avait sa propre survie à assurer. Elle trouvait de la nourriture correcte, du pain qui n'avait qu'un jour ou des fruits légèrement abîmés, et la partageait avec les animaux errants qui se rassemblaient dans les ruelles comme s'ils savaient qu'elle était en sécurité. Les autres sans-abri ne cessaient de la mettre en garde. Un homme le plus âgé, Joe, qui dormait sous le pont, lui disait « Tu es trop gentille pour cette vie, ma fille. La rue te dévorera vivante si tu continues à tout donner. » Une femme nommée Rita, sans domicile fixe depuis 10 ans, lui disait « Tu dois d'abord penser à toi. Personne d'autre ne le fera. » Il voulait bien faire, parlant d'après des années d'expériences difficiles et de pertes encore plus difficiles.
Mais Mia ne pouvait pas changer qui elle était au fond d'elle-même. Être invisible ne signifie pas être cruel. Elle se disait cela les nuits où la faim l'empêchait de dormir. Lorsque le béton sous l'abribus était particulièrement froid et que la solitude pesait sur sa poitrine comme un poids physique, elle pouvait disparaître du regard du monde, traversant la vie sans être remarquée ni remarquée. Mais elle n'avait pas à disparaître d'elle-même. Elle n'avait pas à laisser la pauvreté lui voler son humanité comme elle lui avait volé tout le reste. C'était la gentillesse de Mia qui l'avait maintenue humaine. Mais dans 48 heures, cela allait faire d'elle à la fois une cible et une héroïne. Plus tôt dans la journée, avant que la chaleur de l'après-midi n'atteigne son apogée et que tout ne s'écroule, Danny Reeves était assis en tailleur sur un tapis en mousse au Southside Community Center. Ses petits doigts suivaient les points en relief sur une page qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il pouvait lire parfaitement. La séance du mardi après-midi était son moment préféré de la semaine. Âgé de 7 ans et aveugle de naissance, Danny naviguait dans son monde grâce au son, au toucher et à la routine. La routine était tout pour lui. Elle rendait l'obscurité gérable, prévisible et sûre. Son père, Marcus, venait toujours le chercher à 3 heures. Danny connaissait le bruit de la moto de son père mieux que les battements de son propre cœur. Ce grondement profond et puissant qu'il pouvait sentir dans sa poitrine avant même de l'entendre. Le rythme particulier du moteur était différent de celui de toutes les autres motos. Lorsque ce bruit se faisait entendre, Danny était déjà debout près de la porte avec son sac à dos, prêt à rentrer à la maison. Son père n'était jamais en retard, jamais. Le centre communautaire était spécialisé dans les programmes destinés aux enfants ayant des besoins particuliers. Les enseignants étaient formés au braille et à la mobilité. Il y avait d'autres enfants qui comprenaient ce que signifiait évoluer dans un monde conçu pour les personnes voyantes. Danny adorait cet endroit. Il aimait la voix de son enseignante, Mademoiselle Sarah, et sa façon de toujours sourire. Elle ne s'énervait jamais lorsqu'il avait besoin de plus de temps. Elle le laissait même tenir le cochon d'Inde de la classe, car elle savait que le toucher l'aidait à comprendre des choses que ses yeux ne pourraient jamais percevoir. Mais à 21h17 cet après-midi-là, tout a changé. Le feu a pris dans la cuisine. Il s'agissait d'une vieille cuisinière dont le câblage était défectueux et que le centre avait l'intention de remplacer. Une étincelle s'est transformée en flamme, puis en brasier, plus vite que quiconque n'aurait pu l'imaginer. L'alarme incendie s'est mise à hurler. Les lumières de secours se sont allumées, créant un chaos que Danny ne pouvait pas voir, mais qu'il pouvait sentir dans la panique soudaine des voix autour de lui. Mademoiselle Sarah lui a saisi la main, la voix aiguë, mais maîtrisant sa peur. « Reste avec moi, Danny, nous allons sortir. » Mais il y avait 12 autres enfants dans la pièce, dont certains étaient en fauteuil roulant et incapables de se déplacer rapidement. Ils étaient tous effrayés et désorientés. Le couloir était rempli d'une fumée épaisse, noire et suffocante. Les autres sens de Danny, habituellement si aiguisés, étaient submergés. Il ne pouvait pas entendre les voix individuelles par-dessus les alarmes. Il ne pouvait sentir que la fumée. Il ne pouvait sentir que la pression des corps qui se pressaient vers les sorties. Quelque part dans le chaos, la main de Mel Sarah glissa de la sienne. L'instant d'avant, elle était là, sa prise ferme et rassurante. L'instant d'après, plus rien. Danny tendit les mains, cherchant à agripper le vide, et appela, mais sa voix se perdit dans le bruit. « Mademoiselle Sarah, où êtes-vous? » Il suivit le mouvement, ce qu'il pensait être le flux des gens vers la sécurité. Ses mains touchaient les murs, cherchant les repères familiers qu'il avait mémorisés, mais rien ne lui semblait familier. La fumée lui faisait mal à la gorge. La chaleur lui brûlait la peau de toutes parts. Il aurait dû tourner à gauche au tableau d'affichage, mais il ne le trouvait pas. Il aurait dû compter 12 pas jusqu'à la porte, mais il avait perdu le compte vers le 7e. Danny se retrouva dans l'arrière-cour, un endroit qu'il n'avait jamais visité auparavant car il ne faisait pas partie de son itinéraire habituel. Les sons étaient étranges. Il n'y avait pas de voix appelant les enfants ni de professeur faisant l'appel. Seulement le hurlement lointain des sirènes qui approchaient et le crépitement du feu qui rongeait le bâtiment. Il venait de s'échapper. Il avança prudemment, les mains tendues, essayant de trouver quelque chose de familier. Ses doigts effleurèrent des briques rugueuses et s'accrochèrent à des arêtes qui lui déchirèrent la peau. Une douleur fulgurante lui traversa les paumes, mais il continua d'avancer,
car rester immobile lui semblait plus dangereux. Il marcha et marcha, tournant à chaque coin de rue, guidé uniquement par la peur et la confusion. Il appela son père, sa voix devenant de plus en plus faible et désespérée à chaque cri sans réponse. « Papa, papa, où es-tu? Je ne vois rien. Je ne te trouve pas. » Ces mots se transformèrent en une boucle, une prière à l'obscurité qui l'avait toujours entouré, mais qui ne lui avait jamais semblé aussi absolue et terrifiante. Pendant que Danny errait aveugle et seul, son père, Marcus, fouillait la ville à sa recherche. Marcus Reeves n'était pas un homme avec qui il valait mieux ne pas se frotter. Marcus Reeves se gara sur le parking du centre communautaire à 14h58, avec 2 minutes d'avance. La routine était importante, surtout quand on avait un fils aveugle. La prévisibilité était synonyme de sécurité. Mais dès qu'il coupa le moteur, il sut que quelque chose de catastrophique venait de se produire. Des camions de pompiers bloquaient l'entrée et des voitures de police étaient garées à proximité, gyrophares allumés. Une épaisse colonne de fumée noire s'élevait à l'arrière du bâtiment. Des parents pleuraient et des enfants, enveloppés dans des couvertures, étaient examinés par des ambulanciers. Le chaos régnait là où l'ordre aurait dû régner. Marcus descendit de sa moto et se mit à courir avant même que son esprit conscient n'ait pu enregistrer ce qui se passait. Du haut de ses 1,4 il était bâti comme un roc, résultat d'années de travail acharné et d'une vie difficile. Il était couvert de tatouages qui racontaient des histoires à l'encre et portait une veste en cuir ornée d'écussons des Hells Angels, ce qui incitait la plupart des gens à s'écarter. Mais à ce moment-là, tout cela n'avait aucune importance. À ce moment-là, il n'était qu'un père qui ne voyait pas son fils. « Où est mon fils? » Les mots sortirent durs et exigeants, sa rage contrôlée tenant à peine. Il attrapa le premier membre du personnel. Il vit une jeune femme avec de la suie sur le visage et la terreur dans les yeux. Danny Reeves avait 7 ans et était aveugle. Où est-il? Le visage de la femme pâlit. Nous sommes encore en train de faire l'appel. Il y avait tellement de fumée pendant l'évacuation, et Marcus serra plus fort son épaule. Pas brutalement, mais avec une fermeté absolue. Vous avez perdu mon fils aveugle. Chaque mot était précis, d'un calme mortel, le genre de calme qui précède la violence. Elle balbutia. Nous vérifions auprès de tout le personnel. Il est peut-être avec un autre groupe, laissez-moi vérifier. Mais Marcus était déjà en mouvement. Il avait déjà sorti son téléphone. Il composait le numéro abrégé du seul groupe de personnes en qui il avait plus confiance que quiconque au monde. Nous avons un problème, dit-il. Danny a disparu. Centre communautaire de Southside. Incendie. Faites venir tout le monde ici immédiatement. En moins de 20 minutes, 40 motos étaient arrivées dans le quartier. C'étaient les Hells Angels de Tucson, des frères en cuir avec des écussons gagnés par leur loyauté et leur sang. Ils vivaient selon un code que les étrangers comprenaient rarement. Ils protégeaient toujours leur famille, sans poser de questions ni hésiter. Danny ne portait peut-être pas de blouson, mais il était le fils de Marcus, ce qui faisait de lui un membre de la famille pour tous les hommes qui arrivaient sur leur Harley, arborant le logo de la tête de mort sur le dos. Marcus donna des ordres avec la précision de quelqu'un habitué à être obéi. Fouillez chaque ruelle, chaque commerce, chaque coin de rue dans un rayon d'1 kilomètre. Chaque ruelle, chaque commerce, chaque coin de rue dans un rayon d'1 kilomètre. Il est aveugle. Il ne peut pas voir le danger arriver. Il est terrifié. Trouvez mon fils. Ils se sont déployés comme une armée bien organisée. Les motards, qui ressemblaient aux cauchemars de la société, sont devenus la brigade de recherche la plus efficace que Tucson ait jamais vue. Ils ont fouillé les poubelles et les entrées d'immeubles, interrogé tous les passants, frappé aux portes des commerces et exigé l'accès aux arrière-cours. La police a tenté de coordonner les recherches, mais les Hells Angels agissaient déjà avec une détermination que les forces de l'ordre ne pouvaient égaler. Marcus a parcouru à moto les rues qu'il connaissait par cœur, appelant Danny jusqu'à en avoir la gorge sèche. Son esprit imaginait des scénarios qu'il ne pouvait arrêter, chacun pire que le précédent. Danny errant dans la circulation, incapable de voir les voitures qui arrivaient. Danny abordé par quelqu'un avec de mauvaises intentions. Danny s'effondrant quelque part à cause d'un coup de chaleur et de déshydratation, incapable d'appeler à l'aide. La peur était physique. C'était comme un poids écrasant sur sa poitrine qui rendait sa respiration difficile. Son téléphone sonnait sans arrêt. Ses frères l'appelaient pour lui donner des nouvelles.
Toutes négatives. Il n'y avait rien sur 4th Street. Vérifiez les parcs, il n'était pas là non plus. Les stations-service ne l'avaient pas vu non plus. À chaque rapport, Marcus sentait son estomac se nouer. Cela faisait 45 minutes que l'incendie avait commencé. 45 minutes pendant lesquelles son fils aveugle de 7 ans était seul dans une ville qui s'en moquait, errant, au milieu de dangers qu'il ne pouvait pas voir venir. Marcus pensait à la mère de Danny, disparue depuis 3 ans maintenant, emportée par un cancer rapide et brutal. Il lui avait promis sur son lit de mort qu'il protégerait leur fils. Cette promesse était tout pour lui. Et à ce moment-là, il était en train d'échouer. La culpabilité, la peur et la rage contre un système incapable de retrouver un enfant vulnérable créaient en lui une tempête émotionnelle qui menaçait de le détruire. Les Hells Angels avaient une règle avant toutes les autres: protéger la famille à tout prix. Et à cet instant, sa famille était perdue et aveugle dans le quartier le plus dangereux de Tucson. Si vous êtes parent, vous comprenez cette peur. Commentez pour savoir comment retrouver Danny si vous êtes déjà à bout. Derrière le bâtiment incendié, Maya s'agenouilla dans la poussière à côté du garçon en pleurs, dont le monde s'était effondré, et fit rapidement le point sur la situation, comme 2 années de survie dans la rue lui avaient appris à le faire. Danny était déshydraté, ses lèvres étaient gercées et sèches, ses petites mains saignaient à force de tâtonner sur des surfaces rugueuses, et il était en état de choc, tout son corps tremblant d'épuisement et de peur. Maya avait une bouteille d'eau à moitié pleine, sa seule réserve jusqu'à ce qu'elle trouve une autre fontaine publique. Elle n'avait pas de téléphone, pas d'argent à part les quelques centimes que lui rapporterait son recyclage, pas de ressources et pas de plan de secours ni de filet de sécurité. La voix intérieure qui l'avait maintenue en vie pendant 2 ans s'exprima avec une honnêteté brutale. Tu peux à peine prendre soin de toi-même. Comment peux-tu l'aider? Tu ne sais même pas où sont ses parents. Tu n'as aucun moyen de contacter quoi que ce soit. T'impliquer signifie des complications. Les complications signifient le danger. Va-t'en. Reste invisible. Survie. Mais alors, elle regarda son visage. Elle le regarda vraiment. Des larmes coulaient sur son visage. Ses yeux troubles ne pouvaient se concentrer sur rien. Son petit corps tremblait d'une peur si profonde qu'elle le brisait en temps réel. Et Maya se vit elle-même. Elle vit la fillette de 12 ans qui s'était enfuie d'un foyer d'accueil sans savoir où aller, et elle revit chaque moment où elle avait eu peur et s'était sentie seule, sans personne pour l'aider. Elle comprit que l'invisibilité signifiait l'oubli et que personne ne méritait d'être oublié ainsi. Elle fit son choix. Maya sortit la bouteille d'eau de son sac à dos et dévissa le bouchon. « Hé, mon chéri, tu dois boire ça. Toute. Tu te sentiras mieux. » Elle guida la bouteille vers les lèvres de Danny, les mains fermes malgré son cœur qui battait à toute rompre. Danny but désespérément, l'eau coulant sur son menton dans son empressement. Lorsque la bouteille fut vide, il s'essuya la bouche avec le dos de sa main ensanglantée et, d'une voix émerveillée, demanda « Es-tu un ange? » Maya faillit rire. La question était tellement absurde compte tenu de sa réalité. « Un ange? » pensa-t-elle, considérant ses vêtements sales, son estomac vide et sa vie passée dans l'ombre. « Non, mon chéri, je suis juste quelqu'un qui va t'aider à retrouver ton papa. » Elle lui tourna le dos et s'agenouilla. « Monte sur mon dos. Nous allons chercher de l'aide, mais c'est trop loin pour que tu marches. » Danny hésita, tendant timidement les mains vers elle. Il ne pouvait pas la voir, ne la connaissait pas et avait toutes les raisons d'avoir peur des étrangers. Mais quelque chose dans la voix de Maya, une sorte de sollicitude sincère, avait dû le toucher, car il posa ses petites mains sur ses épaules, enroula ses bras autour de son cou et serra ses jambes autour de sa taille. Ma se leva lentement, s'adaptant à son poids. Il était petit pour son âge, pesait peut-être 25 kilos, mais pour une jeune fille de 14 ans souffrant de malnutrition, cela semblait considérable. Ses épaules protestèrent immédiatement. Ses jambes, déjà fatiguées après une journée entière de marche, tremblèrent légèrement. Mais elle se stabilisa et se mit en route. « Où travaille ton papa? » demanda-t-elle, espérant obtenir une adresse ou un point de repère, n'importe quoi de concret. La voix de Dunk était étouffée contre son épaule. « Je ne connais pas l'adresse, répondit-il, mais sa moto est très bruyante. On dirait le tonnerre. » Maya ne se doutait pas que cette moto bruyante allait la mener tout droit aux Hells Angels. Elle ne savait pas non plus ce qu'ils faisaient aux étrangers qui se présentaient avec leurs enfants disparus.
Maya se mit à marcher avec Danny sur le dos et comprit immédiatement que cela allait être plus difficile que tout ce qu'elle avait fait au cours de ces 2 années dans la rue. Il était petit pour son âge et léger par rapport à un adulte, mais ses 23 kilés appuyés contre un corps mal nourri qui n'avait pas mangé correctement depuis des jours lui donnaient l'impression de porter le monde entier. Ses épaules protestèrent dès le premier pâté de maison. Ses jambes, déjà fatiguées après une journée entière passée à ramasser des déchets recyclables, tremblaient sous le poids supplémentaire. Mais elle continua d'avancer, car s'arrêter signifiait abandonner, et Maya n'avait jamais appris à faire cela. La chaleur de Tucson était absolument brutale. Il faisait 40 degrés selon le panneau de la banque devant lequel elle passait. C'était le genre de chaleur qui ramollissait l'asphalte et faisait onduler l'air, déformant la réalité. En quelques minutes, sa chemise était trempée de sueur, qui coulait dans son dos et lui piquait les yeux. Sa bouche s'est asséchée presque immédiatement. Donner cette bouteille d'eau à Danny lui semblait soudain être une terrible erreur de calcul. Mais elle avait fait ce choix. Danny en avait plus besoin. C'était tout ce qui comptait. Après 3 pâtés de maison, elle s'arrêta à une station-service. Ses jambes tremblaient tellement qu'elle craignait de s'effondrer. Le robinet extérieur près du bâtiment devint sa bouée de sauvetage. Maya fit doucement asseoir Danny contre le mur, remplit sa bouteille d'eau tiède et la laissa boire avant de prendre elle-même quelques gorgées. À travers la vitrine, elle pouvait voir l'employé les observer avec méfiance, la main près du téléphone, comme s'il se demandait s'il devait appeler la police pour signaler la présence d'enfants sans abri. Mais il ne sortit pas et ne proposa pas son aide. Il se contenta de les observer avec une sorte de vigilance qui suggérait qu'il protégeait sa propriété plutôt que de se soucier de leur bien-être. Maya s'approcha d'une femme qui faisait le plein d'essence, quelqu'un qui semblait bien organisé et sûr d'elle, le genre de personne qui pourrait avoir des réponses. Excusez-moi, dit-elle. Savez-vous où se trouve le poste de police? Ce garçon a été séparé de son père pendant un incendie, et j'essaye de l'aider à rentrer chez lui. La femme regarda Maya, la regarda vraiment, en observant chaque détail. Les vêtements sales qui pendaient sur son corps maigre, les chaussures usées qui tenaient à peine, les cheveux emmêlés et le visage sale. Ces signes évidents de sans-abrisme incitaient immédiatement les gens à considérer Maya comme dangereuse, perturbée ou comme le problème de quelqu'un d'autre. L'expression de la femme passa d'une attention polie à quelque chose qui ressemblait à de la peur ou du dégoût, ou peut-être les deux. Elle se précipita dans sa voiture sans répondre, verrouilla rapidement les portes et démarra comme si la pauvreté était contagieuse. Les gens voient ce qu'ils veulent voir, marmonna Maya en remettant Danny sur son dos et en ajustant son poids pour retrouver son équilibre. Danny? Demanda une petite voix derrière elle, confuse et blessée. Pourquoi les gens ne nous aident-ils pas? Maya réfléchit à la réponse à donner, à la manière d'expliquer la vérité complexe selon laquelle les gens avaient une peur de ce qu'ils ne comprenaient pas. Les enfants sans abri mettaient les gens mal à l'aise, car les aider exigeait des efforts et un investissement émotionnel que la plupart des gens n'étaient pas prêts à fournir. Ils ont peur ou ils s'en moquent, mais moi, je m'en soucie. Bon, on va trouver ton père. Elle continua à marcher, traversant des quartiers qui passaient progressivement de difficile à difficile, puis à carrément dangereux. Les maisons étaient de plus en plus délabrées. Des barreaux apparaissaient aux fenêtres, des groupes d'hommes au coin des rues la regardaient passer, calculant si elle valait la peine qu'ils s'occupent d'elle. Maya gardait la tête baissée, avançait d'un pas décidé et se rendait aussi invisible qu'elle avait appris à le faire. Danny sur son dos était à la fois une vulnérabilité et une protection. La plupart des gens la laissaient tranquille quand ils voyaient une fille aider un enfant, même si certains lui posaient des questions qu'elle ignorait. Ses pieds commençaient à avoir des ampoules dans ses chaussures usées. Les endroits où le tissu était usé créaient une friction qui brûlait à chaque pas. Ses épaules avaient dépassé le stade de la douleur, engourdies par la douleur qui irradiait le long de sa colonne vertébrale. Épuisé par la peur, la chaleur et les événements bouleversants de la journée, Danny posa sa tête sur son épaule. Sa respiration ralentit contre son cou. Il n'était pas tout à fait endormi, mais presque. Son petit corps lui faisait entièrement confiance pour continuer à avancer et le garder en sécurité. À intervalles réguliers, Mia s'arrêtait pour poser les mêmes questions à des inconnus. Avaient-ils vu la police? Avaient-ils entendu parler du garçon disparu?
Savait-il qu'il y avait eu un incendie? La plupart l'ignoraient complètement, passant devant elle comme si elle n'existait pas, comme si ses paroles n'étaient qu'un bruit de fond urbain à ignorer. Certains lui donnaient des indications vagues, lui indiquant globalement de se diriger vers l'est. Un homme plus âgé, au regard bienveillant et à l'expression inquiète, s'arrêta pour l'écouter. Vous vous dirigez vers l'est, l'avertit-il d'une voix grave. Ce n'est pas sûr pour des enfants comme vous, surtout la nuit. Quoi que vous fassiez, faites demi-tour. Maya ajusta le poids de Danny, les bras endoloris à force de tenir ses jambes fermement. C'était plus sûr que de le laisser seul. L'homme secoua la tête comme si elle commettait une terrible erreur, mais il n'essaya pas de l'arrêter. Personne n'essayait jamais de l'arrêter. Il se contentait de la regarder et faire des choix qu'ils n'auraient pas faits eux-mêmes et considéraient que c'était son problème. Maya ne s'en rendait pas encore compte, mais chaque pas la rapprochait du complexe. Marcus devenait de plus en plus désespéré et dangereux à chaque minute qui passait. Si la détermination de Mia vous inspire, aimez cette publication. Partageons cette histoire avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Pendant ce temps, dans le complexe des Hells Angels, de l'autre côté de la ville, le chaos contrôlé s'était transformé en une fureur à peine contenue. La grande salle commune avait été transformée en centre de commandement. Une carte de Tucson était étalée sur la table centrale, avec des marques rouges indiquant les zones qui avaient été fouillées et des marques noires indiquant les endroits qui devaient encore être vérifiés. Les moteurs se déplaçaient avec un objectif urgent. Ils collaient leurs téléphones à leurs oreilles et faisaient appel à toutes les faveurs qu'ils avaient accumulées au fil des années passées dans cette ville. Ils appelaient leurs contacts dans la police qui leur devaient des informations. Des informateurs de rue qui connaissaient les endroits invisibles où les gens disparaissaient. Des chefs d'entreprise qui vérifiaient leurs images de vidéosurveillance à la recherche d'un aperçu d'un petit garçon aveugle. Marcus se tenait à la tête de la table, le téléphone dans une main et l'autre appuyé contre le bois, comme s'il avait besoin de s'agripper à quelque chose de solide pour ne pas s'effondrer. Quand il parlait, sa voix était dure et maîtrisée, mais tout le monde dans la pièce pouvait entendre le désespoir à peine contenu qui se cachait derrière. Je me fiche de ce que vous faites, peu importe ce que ça coûte. Trouvez mon fils. Ils vérifièrent toutes les caméras de sécurité dans un rayon d'1 kilomètre autour du centre communautaire. Les images de Granny montraient des enfants évacués, des membres du personnel portant des enfants et des parents arrivant en état de panique. Mais Danny avait disparu quelque part entre l'incendie et ses conséquences, comme s'il avait été effacé de l'existence. Ils interrogèrent tous les sans-abri du quartier, ceux qui voyaient des choses que les autres ne voyaient pas et qui vivaient dans les zones d'ombre de la ville. Personne n'avait vu un garçon aveugle. Personne n'avait entendu de pleurs. Personne ne savait rien. L'horloge murale indiquait 17h30. 2 heures et demie s'étaient écoulées depuis le début de l'incendie. 2 heures et demie depuis la disparition de Danny. Il était seul et incapable de voir les dangers qui se cachaient dans chaque ombre et à chaque coin de rue. Marcus ressentait chaque minute comme un coup physique, le temps passant avec une cruelle indifférence à son désespoir. Tommy, un jeune moteur qui avait rejoint le club 3 ans auparavant, prit la parole avec précaution. Tout le monde pouvait sentir l'état émotionnel de Marcus comme un fil électrique prêt à s'enflammer. Peut-être que quelqu'un avait emmené Danny dans un refuge ou à l'hôpital. Une personne bienveillante l'avait trouvé et essayait de l'aider. Marcus serra les mâchoires. Il voulait y croire. Il voulait croire que quelque part dans cette ville, une personne bienveillante avait trouvé son fils terrifié et le gardait en sécurité. Il est aveugle. Il est terrifié. Il ne suivra pas facilement des inconnus. Puis il s'interrompit. Son expression changea. À moins que quelqu'un de doux ne l'ait trouvé. Quelqu'un dont la voix était douce et les mains délicates. Quelqu'un qui comprenait la peur et la traitait avec tendresse plutôt qu'avec impatience. Même s'il ne pouvait pas la voir, Danny se sentait en sécurité avec cette personne. L'espoir et la peur de Marcus s'entrechoquaient dans sa poitrine, créant une pression douloureuse qui rendait sa respiration difficile. Car si quelqu'un de gentil avait trouvé Danny, tout irait bien. Mais si quelqu'un de mal intentionné l'avait trouvé à la place, si quelqu'un avait vu en cet enfant aveugle et vulnérable une opportunité, si quelque chose de terrible s'était produit pendant que Marcus le cherchait dans tous les mauvais endroits, il ne pouvait pas aller au bout de cette pensée. Il ne pouvait pas laisser son esprit s'égarer dans ses pensées sombres, car une fois qu'il aurait commencé à imaginer le pire,
il ne serait plus capable de fonctionner. Et Danny avait besoin qu'il soit fonctionnel. Jackson, le président du club, s'approcha et posa une main lourde sur l'épaule de Marcus. Plus âgé que la plupart des autres membres, marqué par des décennies de vie difficiles et de loyauté, Jackson imposait le respect par ses actions plutôt que par ses paroles. « On va le retrouver, mon frère. Nous protégeons toujours les nôtres. » La voix de Marcus était rauque, exprimant les émotions qu'il ne pouvait plus contenir. Il a 7 ans et il est aveugle. Il est dehors depuis des heures. La phrase resta inachevée, car les fins que son esprit lui suggérait étaient toutes insupportables. Dans la pièce, les frères continuaient à travailler avec leur téléphone, leurs cartes et leurs contacts. Chacun ressentait la douleur de Marcus comme si c'était la sienne, car c'était cela, la fraternité. Ta douleur devenait leur douleur. Ta peur devenait leur peur. Ton fils devenait leur responsabilité collective. Il le roulerait jusqu'à ce qu'il trouve Danny ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun endroit où chercher. C'est ce que signifiait l'écusson sur leur dos. C'est ce que signifie la famille. Ce que Marcus ignorait, c'est que la personne qui transportait son fils était à la fois la dernière personne que quiconque soupçonnerait et la première personne dont Danny avait besoin. Les jambes de Maya tremblaient de fatigue. Ses muscles protestaient bruyamment, mais elle ne pouvait pas les écouter, car cela signifierait s'arrêter, et s'arrêter n'était pas une option. Elle marchait depuis plus de 2 heures maintenant. Le poids de Danny pesait sur ses épaules d'une manière qui semblait permanente. Elle porterait ce souvenir physique pour le reste de sa vie. Lorsque la petite voix calme et inquiète de Danny s'éleva derrière elle, elle faillit craquer. « Tu es fatigué? Tu peux me poser, je peux essayer de marcher. » L'offre était si gentille et si soucieuse de son bien-être, malgré sa propre peur et son épuisement, que Maya sentit sa gorge se serrer. « Ça va, mon pote. On va retrouver ton papa. Je te le promets. » Il passait en devant un stand de tacos juste au moment où le propriétaire fermait pour la soirée, baissant les volets métalliques et essuyant les surfaces. Il s'appelait Carlos, comme l'indiquait le nom brodé sur sa chemise. C'était un Mexicain âgé, aux mains burinées et aux yeux qui avaient vu suffisamment de la vie pour reconnaître la souffrance lorsqu'elle passait devant son commerce. Il leva les yeux de son nettoyage et les aperçut. Une adolescente clairement sans abri, portant un petit garçon qui bougeait de la tête avec la prudence incertaine de quelqu'un qui ne voyait pas. Quelque chose dans cette image arrêta Carlos dans son élan, sa main figée sur le volet. « Hey, vous avez faim, vous aussi? » La fierté de Maya, qui l'avait empêchée de mendier même lorsque la faim menaçait de la tuer, luttait contre un besoin désespéré. « Nous n'avons pas d'argent. » L'expression de Carlos s'adoucit. « Est-ce que j'ai demandé de l'argent? » « Asseyez-vous, tous les deux. » Maya posa Danny sur une des chaises en plastique. Ses épaules poussèrent immédiatement un cri de soulagement et de douleur lorsque le poids fut soulevé. Carlos disparut dans sa petite cuisine et réapparut quelques minutes plus tard, avec des assiettes de tacos frais et chauds, la viande parfaitement assaisonnée et les tortillas chaudes fumantes. C'était plus de nourriture que Maya n'en avait vu depuis des jours, plus de gentillesse qu'elle n'en avait rencontré depuis longtemps. Il posa les assiettes et fit de la vaisselle pendant que Maya montrait à Danny où tout se trouvait. Les tacos à 9 heures, le riz à 3 heures, les haricots à 6 heures. Danny mangeait avec précaution, ses mains trouvant la nourriture avec une précision experte. Carlos observait l'interaction avec une expression qui suggérait qu'il assistait à quelque chose d'important. « Où allez-vous tous les deux? » demanda Carlos une fois qu'ils eurent mangé suffisamment pour apaiser leur faim. Maya avala une bouchée qui avait un goût divin. « J'essaie de retrouver son père. Il s'est perdu lors d'un incendie au centre communautaire. Savez-vous où se trouve le poste de police? » Carlos leur indiqua le chemin d'une voix attentionnée et inquiète, mais ajouta ensuite un avertissement qui fit se nouer l'estomac de Mia, envahi par une nouvelle vague de peur. « La nuit va bientôt tomber. Son quartier est dangereux la nuit. Quoi que vous fassiez, soyez très prudents. » Il enveloppa les tacos restants dans du papier aluminium et lui en donna quelques-uns de son propre dîner. « Prenez ça. Vous aurez besoin de nourriture pour le voyage. » Les yeux de Mia se remplirent de larmes. Elle cligna rapidement des paupières pour les faire disparaître. Pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Merci, vraiment, merci. » Carlos la regarda avec une expression qui ne trahissait aucune pitié,
seulement du respect. Tu es une bonne fille. Peu de gens feraient ce que tu fais. Fais attention à toi. Alors qu'il s'éloignait, Danny dit d'une voix douce et pensive. Cet homme était gentil. Est-ce que tout va bien se passer? Maya changea de position, sentant la chaleur des tacos que Carlos leur avait donnés et l'écho de sa gentillesse, qui lui donnait l'impression que les gens bien existaient encore dans le monde. Oui, Danny, tout va bien se passer. Maya ne s'en rendait pas compte, mais Carlos se souviendrait d'eux. Quand les Hells Angels viendraient me poser des questions, il aurait des réponses. Le soleil descendait, peignant Tucson de nuances oranges et dorées qui auraient été magnifiques si Maya avait eu l'énergie de les apprécier. Elle et Danny passèrent en devant une petite épicerie avec une enseigne aux néons clignotants et des barreaux aux fenêtres, le genre d'endroit qui existait dans les quartiers où la sécurité importait plus que l'esthétique. À l'intérieur, elle pouvait entendre une radio. La voix de l'animateur perçait le bruit statique et la distance. Maya s'arrêta pour se reposer un instant, s'appuyant contre le mur extérieur du bâtiment et laissant le poids de Danny s'installer pendant qu'elle reprenait son souffle. La voix de l'animateur radio flottait à travers la porte ouverte, sonnant de manière professionnelle et urgente, comme c'est toujours le cas pour les nouvelles concernant les enfants disparus. La police de Tucson demande de l'aide pour retrouver Danny Reeves, 7 ans, qui a disparu cet après-midi lors d'un incendie au Southside Community Center. Danny est aveugle et a été vu pour la dernière fois vêtu d'une chemise bleue. Il est le fils de Marcus Reeves, membre du club de motards Hells Angels de Tucson. Toute personne disposant d'informations est priée de contacter la police. Le sang de Maya se glaça dans ses veines. Le monde semblait basculer sur le côté et les sons étaient étouffés, comme si elle avait été plongée sous l'eau. Hells Angels, Danny Reeves, Marcus Reeves. Ce nom la frappa comme un coup physique, car tout le monde à Tucson le connaissait. Les Hells Angels étaient le club de motards qui contrôlait l'East Side, ces hommes en blouson de cuir qui faisaient traverser la rue aux gens et baisser la voix. Ils vivaient selon leurs propres règles, rendaient leur propre justice, ne pardonnaient pas et n'oubliaient certainement pas. Son esprit se mit à imaginer des scénarios, tous plus terribles les uns que les autres. Que penserait-il en la voyant, une fille sans domicile fixe, porter le fils d'un de leurs membres? Croirait-il qu'elle l'avait trouvé perdu et en pleurs? Ou supposerait-il qu'elle l'avait enlevé et qu'elle avait profité de sa cécité et de sa vulnérabilité à des fins inavouables? Que faisaient les clubs de motards aux personnes qu'ils pensaient avoir fait du mal à leur famille? Des images tirées de films et d'histoires lui traversèrent l'esprit, violentes et terrifiantes, et probablement exagérées, mais qui semblaient réelles dans ce moment de panique. Elle pouvait le laisser ici et entrer dans le magasin pour demander au vendeur d'appeler la police. Ensuite, elle pourrait disparaître dans les recoins oubliés de la ville où elle serait invisible et en sécurité. Personne ne le saurait. Danny ne pouvait pas voir son visage pour la décrire. Elle ne serait qu'un fantôme de plus dans les rues de Tucson, une personne de plus qui aurait brièvement croisé le chemin de quelqu'un avant de disparaître. Personne ne lui en voudrait de s'être protégé. Sentant la tension dans son corps, Danny, qui était aveugle, demanda d'une petite voix inquiète. « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? » Maya s'efforça de garder une voix calme, même si son cœur battait à toute rompre et que ses mains tremblaient. « Rien, mon chéri, tout va bien. » Mais tout allait mal. Tout venait de devenir infiniment plus compliqué et dangereux. Elle baissa les yeux vers Danny, qui était toujours allongé sur le dos et ne pouvait pas voir son visage, mais qui s'accrochait à elle avec une confiance absolue. Ses petites mains agrippaient ses épaules. Ses jambes étaient enroulées autour de sa taille. Il lui avait demandé si elle était un ange, avait cru à sa promesse de le protéger et lui faisait entièrement confiance, même s'il n'avait aucune raison de faire confiance à qui que ce soit. Pendant ce temps, quelque part dans la ville, Marcus Ree était rongé par la peur, imaginant toutes les horreurs qui pouvaient arriver à son fils aveugle. Maya prit une profonde inspiration qui lui fit mal en descendant. Elle pensa à la promesse qu'elle avait faite et au genre de personne qu'elle voulait être, même si cela était terrifiant. Elle pensa à ce que l'on ressentait lorsqu'on était perdu et seul, sans personne pour venir à son secours. Elle pensa à la confiance que Danny accordait à la gentillesse de Carlos et au fait que certains choix n'étaient pas vraiment des choix.
Allez, Danny, dit-elle, rentrons à la maison. Elle le remit sur son dos, ajusta son poids une fois de plus et se mit en route. Mais cette fois, elle marchait vers quelque chose qui la terrifiait plus que la faim, le fait d'être sans abri ou tous les dangers auxquels elle avait été confrontée au cours de ces 2 années dans la rue. Maya savait qu'entrer dans le quartier général des Hells Angels pourrait être sa dernière décision. Mais elle savait aussi que Danny avait besoin de son père. Certains choix ne sont pas vraiment des choix. Si vous vous sentez aussi nerveux que Maya en ce moment, dites simplement « Continuez, affrontons cela ensemble ». Le soleil se couchait maintenant, le ciel de Tucson se transformant en un chef-d'œuvre d'orange, de violet et de rouge profond. C'était le genre de coucher de soleil que les photographes parcouraient des kilomètres pour immortaliser. Mais Maya remarqua à peine cette beauté. Elle suivait les indications fournies par des inconnus et demandait des informations sur le club de motards tous les quelques pâtés de maison. Tout le monde semblait le connaître, mais personne ne voulait en parler en détail. Leurs réactions lui ont appris tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur l'endroit où elle se rendait. Un homme d'âge moyen, aux yeux fatigués et vêtu d'une combinaison de travail tachée de graisse, la regardait comme si elle venait d'annoncer son intention de se jeter dans la gueule du loup. « Tu es une enfant, reste loin de là. Quelle que soit la raison pour laquelle tu veux y aller, ça n'en vaut pas la peine. » Mais Maya continua d'avancer, mettant un pied devant l'autre, car faire demi-tour lui semblait désormais impossible. Elle était allée trop loin, avait fait trop de promesses et avait porté Danny sur trop de kilomètres pour abandonner maintenant qu'ils étaient si près du but. Elle était épuisée jusqu'à la moelle. Cela dépassait la fatigue physique et touchait son âme. Elle portait Danny depuis plus de 4 heures. Ses épaules étaient énoncées de la douleur à l'engourdissement, ce qui l'inquiétait car elle ne savait plus si elle le tenait bien. Ses jambes bougeaient en pilote automatique. Sa mémoire musculaire la maintenait debout alors que son esprit conscient voulait s'effondrer. Danny s'était endormi contre son épaule, respirant doucement et régulièrement contre son cou. De temps en temps, de petits sons s'échappaient de lui, peut-être des rêves ou une peur persistante qui s'exprimait. La confiance implicite dans ce poids endormi pesait sur Maya, plus lourdement que le fardeau physique. Elle l'entendit avant de le voir. Le grondement des moteurs, profond, puissant et indubitable. Ce n'était pas une seule moto, mais plusieurs, créant un son qu'elle pouvait sentir dans sa poitrine avant que ses oreilles ne puissent le traiter complètement. Le grondement mécanique des Harley, ce son particulier qui annonçait la présence de quelque chose de bien plus grand qu'une fille sans abri, ne pouvait gérer. Danny remua, levant légèrement la tête. « J'entends des motos, beaucoup de motos. » Sa voix exprimait à la fois l'espoir et la peur. Le bruit s'intensifia à mesure que Maya avançait. Chaque pas la rapprochait de la source du bruit. Puis elle tourna au coin et le vit. L'enceinte était entourée d'une clôture grillagée surmontée de barbelés et éclairée par des projecteurs qui donnaient à la soirée l'aspect d'une journée artificielle et cruelle. Il y avait des motos partout, des rangées et des rangées de chrome étincelant et de métal noir. Chacune d'entre elles était une déclaration de puissance, de liberté et d'appartenance à quelque chose de plus grand que l'existence individuelle. Au-delà des motos, le bâtiment lui-même s'étendait sur toute la propriété, son extérieur marqué du logo familier représentant une tête de mort ailée, reconnaissable par tous à Tucson. Mais ce n'était pas la clôture, les lumières ou le bâtiment qui coupait le souffle de Mia et faisait hésiter ses pas. C'étaient les hommes, des dizaines, peut-être 40 ou 50, tous vêtus de vestes en cuir ornées d'écussons qui racontaient des histoires qu'elle ne pouvait pas lire, mais qu'elle comprenait quand même. C'étaient des hommes imposants, des hommes durs, qui se déplaçaient dans l'enceinte avec une urgence qui suggérait qu'ils étaient toujours à la recherche, toujours mobilisés, toujours désespérés de retrouver ce qui avait été perdu. Les pas de Mia ralentirent involontairement. Tous ses instincts de survie, qu'il avait maintenus en vie pendant 2 ans, lui criaient de faire demi-tour, de déposer Danny dans un endroit sûr à proximité, de s'éloigner et de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de cette dernière étape. Elle devait disparaître dans les coins oubliés de la ville, là où était sa place. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle craignait qu'elle ne se brise. Sa respiration devint superficielle et rapide, et la panique menaçait de submerger sa pensée rationnelle. Les bras de Danny se resserrèrent autour de son cou, et sa petite voix coupa court à sa peur. « C'est ici que se trouve mon papa. »
Sa voix se brisa lorsqu'elle répondit, dans un murmure à peine audible. Je pense, mon grand. Elle se força à avancer. Un pas, puis un autre. Chacun d'entre eux exigeait un effort conscient pour surmonter la terreur qui envahissait son corps. Elle se rapprochait de la porte, des lumières, du moment où tout allait changer. Son cœur battait si fort contre ses côtes qu'elle se demandait si les moteurs pouvaient l'entendre, comme un tambour annonçant son arrivée. Elle n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Pas quand elle s'était enfuie de son foyer d'accueil, pas pendant les pires nuits dans la rue, jamais. Mais elle n'avait jamais rompu une promesse non plus. Et elle avait promis à Danny qu'elle le ramènerait à la maison. Dans 30 secondes, la vie de Mia allait changer pour toujours. Mais survivrait-elle assez longtemps pour le voir? Mia atteignit le portail, ses chaussures usées raclant le trottoir dans un bruit qui lui semblait incroyablement fort dans son état de peur intense. Les projecteurs l'éclairèrent de plein fouet, transformant le crépuscule en une lumière aveuglante qui la fit se sentir nue et vulnérable. Un moteur près de la clôture la vit le premier. Il releva brusquement de la tête, interrompant la conversation qu'il était en train d'avoir. Sa main se leva déjà pour alerter les autres. Son langage corporel passa instantanément de décontracté à alerte. Puis il se figea, les yeux rivés sur la petite silhouette de Danny si allongée sur le dos, et tout changea. « Hé! » Sa voix fendit l'air comme un coup de fouet dans le bruit ambiant du complexe. « Hé! Il y a quelqu'un ici. C'est une enfant. » L'effet fut instantané et bouleversant. Toutes les têtes se tournèrent à l'unisson, comme si elles avaient été chorégraphiées. Les conversations s'interrompirent en plein milieu d'une phrase. Des hommes se mirent à courir vers la porte depuis toutes les directions. Leurs bottes martelaient le béton, créant un bruit assourdissant qui rivalisait avec le grondement des motos. Les voix s'élevèrent dans un mélange chaotique d'espoir, d'incrédulité et d'un besoin désespéré de savoir si tout cela était réel. Le fils de leur président rentrait-il enfin à la maison? Est-ce que lui va chercher Marcus? Qui est cette fille? Danny va bien? Maya resta figée sous de la lumière aveuglante des projecteurs, tremblant si violemment qu'elle craignait que Danny ne le sente et ne prenne peur. Danny se réveilla complètement à cause de l'agitation et leva la tête de l'épaule de Maya. Ses yeux embrumés bougeaient inutilement alors qu'il essayait de comprendre le bruit qui l'entourait. Que se passe-t-il? Sa voix trahissait sa confusion et sa peur. « Tu es rentré, » murmura Maya, la voix tremblante à chaque mot. « Tu es en sécurité maintenant. » Les moteurs franchirent le portail et formèrent un demi-cercle autour de Maya, mais ils gardèrent leur distance. Ils pouvaient voir Danny et constater qu'il semblait indemne. Ils pouvaient également voir que c'était une adolescente qui le portait et non une menace à neutraliser. Leur présence était de toute façon écrasante. Un mur de cuir et de muscles à peine capable de contenir leurs émotions. Les yeux de Maya passaient rapidement de l'un à l'autre, son corps tendu par le besoin de s'enfuir, même si cela n'était plus possible. Un motard plus âgé, avec une barbe grise et des cicatrices qui témoignaient d'une vie bien remplie, s'avança légèrement. Sa voix était rauque, mais pas méchante. « Où l'avez-vous trouvé? » La voix de Maya tremblait tellement qu'elle pouvait à peine former des mots. Derrière un bâtiment brûlé, il était seul, il pleurait, je l'ai ramené à la maison. Un autre motard, plus jeune mais tout aussi intimidant, posa la question que Maya redoutait. « Comment savoir que tu ne l'as pas enlevé? » Maya tressaillit comme si elle avait été frappée. « Je ne l'ai pas fait, » répondit-elle. « Je jure que je ne l'ai pas enlevé. Il avait besoin d'aide et je ne pouvais pas le laisser là tout seul. » Son regard passait rapidement d'un homme à l'autre. Il n'était pas vraiment menaçant, ni ne s'approchait d'elle avec violence. Mais leur simple présence était intimidante. Elle était piégée dans les projecteurs, avec Danny sur le dos, un mur d'intimidation autour d'elle, sans aucun endroit où s'enfuir, même si elle l'avait voulu. Danny, sentant la tension palpable dans l'air, prit la parole de sa petite voix qui, d'une manière ou d'une autre, parvint à couvrir le bruit. « Elle m'a sauvé. Elle m'a donné de l'eau et m'a porté. Elle est gentille. Elle m'a promis que je serais en sécurité. » Ces paroles dissipèrent les soupçons comme la lumière dissipe l'obscurité. Certains moteurs adoucirent leur expression. D'autres acquiescèrent, acceptant le témoignage d'un enfant comme étant la vérité. Le demi-cercle autour d'eux se déplaça légèrement, se transformant d'un piège en une barrière protectrice. Puis la foule s'écarta et Maya le vit.
Marcus Reeves, un fan, bâti comme s'il pouvait la briser en deux sans effort, couvert de tatouages qui transformaient ses bras et une toile couverte d'histoire. Marcus Reeves, un seul bâti comme un tank, couvert de tatouages qui transformaient ses bras en toile vivante. Son visage était buriné et dur, marqué par des années passées en marge des règles normales de la société. Sa veste en cuir tombait parfaitement sur ses larges épaules. Les écussons et insignes qui la ornaient le désignaient comme un homme important, puissant et redouté. Mais ce sont ses yeux que Maya garderait à jamais en mémoire. Sauvage de peur, brûlant d'espoir désespéré et humide de larmes, il n'essayait pas de les cacher. Ils étaient tous braqués directement sur elle et le petit garçon qu'elle portait sur son dos. Marcus s'avança droit vers eux, et Maya ne pouvait ni bouger ni respirer. Elle ne pouvait que serrer Danny contre elle et attendre ce qui allait se passer. C'était le moment. C'était là que tout allait finir ou commencer. Pendant un instant, le monde retint son souffle. Ce qui allait se passer ensuite allait soit détruire, soit sauver la vie de Mia. Marcus tomba à genoux. Cet homme imposant, ce membre redouté de l'un des clubs de moteurs les plus puissants d'Arizona. Ce père qui imposait le respect à 40 moteurs endurcis tomba à terre devant Maya comme si ses jambes avaient été coupées. Ses mains se tendirent, tremblantes. Tout dans son langage corporel criait le désespoir, le soulagement et une émotion bouleversante. Danny. Le mot sortit brisé, à peine plus qu'un murmure étouffé. Le fils de Danny. La tête de Danny se tourna brusquement au son de la voix de son père. Ses yeux voilés étaient incapables de voir, mais son cœur reconnut cette voix entre toutes, « Papa ». Ce mot était à la fois un sanglot, un cri et un pur soulagement. Tout ce qu'il avait retenu pendant des heures se déversa dans ce seul mot. Maya sentit les bras de Danny lâcher son cou. Elle sentit son poids se déplacer lorsque les grandes mains de Marcus le soulevèrent doucement de son dos. Puis, Danny se retrouva dans les bras de son père, et Marcus le serra contre lui comme s'il risquait de disparaître s'il ne le tenait pas assez fort. Ses mains massives berçaient le petit corps de Danny. Son visage était enfoui dans les cheveux de son fils. Ses épaules tremblaient sous l'effet d'une émotion qu'il n'essayait pas de contrôler. Danny pleura, de profonds sanglots qui venaient d'un pur soulagement. C'était le genre de pleurs qui ne surviennent que lorsque la terreur finit par lâcher prise et que la sécurité se précipite pour remplir l'espace. Ses petites mains étaient crispées sur la veste en cuir de son père, comme s'il ne voulait jamais la lâcher. « Je me suis perdu, papa. Il y avait du feu et de la fumée, et je ne te trouvais pas. J'avais tellement peur, je ne savais pas où aller. Je sais, mon bébé, je sais. Je suis là maintenant. Je suis là. Tu es en sécurité. Je te tiens. Je te tiens. » La voix de Marcus se brisa sous le coup de l'émotion. Il n'essayait pas de la cacher. Ses yeux étaient humides de larmes qui coulaient sans retenue sur son visage buriné. Il passa ses mains sur le dos de Danny et dans ses cheveux, vérifiant qu'il n'était pas blessé et s'assurant qu'il était bien réel, entier et en sécurité. Les moteurs se tenaient autour d'eux en silence. C'étaient des hommes durs, au visage impassible et à la réputation encore plus dure. Ils regardaient leur frère tenir son fils dans ses bras, et aucun d'entre eux ne détournait le regard ni ne faisait le moindre bruit. Certains avaient des larmes qui coulaient sur leurs joues burinées. Leurs émotions étaient trop fortes pour qu'ils puissent les contenir. D'autres serraient les mâchoires, assimilant le soulagement qui envahissait le campement comme une présence physique. C'était leur famille, le fils de leur frère. La peur collective qu'ils avaient ressentie pendant des heures se dissipait enfin. Ma se tenait là, vacillant légèrement sur des jambes qui avaient finalement atteint leurs limites. Ses bras pendaient le long de son corps, étrangement vide après avoir tenu Danny en sécurité pendant des heures. Sa mission était accomplie. Danny était rentré à la maison. Il était en sécurité. Elle pouvait maintenant disparaître, retourner dans l'ombre où vivaient les enfants sans abri, retourner à son abribus, à ses tournées de recyclage et à sa vie invisible. Elle fit d'un pas en arrière, se préparant à s'évanouir dans la foule avant que quelqu'un ne se souvienne de lui poser d'autres questions. C'est alors que Marcus leva les yeux vers elle. Le moteur détourna son regard de son fils. Il tenait toujours Danny fermement contre sa poitrine d'un bras et se concentra sur la jeune fille qui se tenait à 1 mètre de lui. Il la regarda vraiment pour la première fois. Ce qu'il vit fit changer son expression et lui coupa le souffle.
d'une manière qui n'avait rien à voir avec les pleurs qu'il venait de verser. Une fille aux sans-abri. On le voyait dans chaque détail. Ses vêtements ne lui allaient pas bien et n'avaient pas été lavés depuis longtemps. Un jean poussiéreux avec des trous aux genoux, des chaussures usées dont les semelles étaient plus trouées qu'autre chose. Elle avait de la saleté sous les ongles et sur le visage. Ses cheveux étaient emmêlés et sales et elle était maigre, signe qu'elle n'avait pas mangé à sa faim depuis des mois, voire des années. Ses épaules étaient trop fines pour une fille de 14 ans. Ses bras ressemblaient à des baguettes. Ses pommettes étaient trop saillantes pour un visage qui aurait dû encore être doux. Elle tremblait d'épuisement, ses jambes pouvant à peine la maintenir debout après avoir porté son fils pendant des heures sous la chaleur de Tucson. Les épaules qui avaient porté Danny pendant des kilomètres étaient maintenant affaissées sous l'effet d'une fatigue profonde, et ses yeux luttaient pour rester ouverts. Sa respiration était saccadée, signe d'un corps poussé bien au-delà de ses limites. Mais c'était aussi la fille qui avait sauvé son fils, celle qui avait donné de l'eau à Danny alors qu'elle-même n'en avait presque plus. La fille qui l'avait porté pendant des heures alors qu'elle aurait pu s'en aller. La fille qui l'avait ramenée à la maison, même si elle devait être terrifiée. Si vous pleurez en ce moment, vous n'êtes pas seul. Commentez « Bienvenue à la maison d'Annie » et abonnez-vous pour suivre la suite de cette aventure. Je vais réécrire les scènes 13 à 25 en utilisant beaucoup moins de mots, tout en conservant tous les éléments essentiels de l'histoire et son impact émotionnel. Marcus resta à genoux, un bras autour de Danny, mais ses yeux ne quittaient pas Maya. Il la regardait vraiment maintenant, absorbant chaque détail avec la perspicacité que lui donnaient des années passées à observer les gens. C'était une fille aux sans-abri, cela ne se cachait pas. Ses vêtements pendaient mollement sur un corps beaucoup trop maigre. Le tissu n'était pas lavé et le jean avait des trous qui n'étaient pas à la mode, mais un signe de survie. Ses chaussures étaient maintenues par du ruban adhésif et étaient tellement usées que la saleté maculait son visage et ses ongles. Son corps maigre témoignait d'une malnutrition chronique. Ses bras étaient comme des baguettes. Ses épaules remplissaient d'à peine son T-shirt et ses pommettes saillantes sur un visage qui aurait dû être doux ne montraient que des angles. Elle vacillait là où elle se tenait, tout son corps tremblant d'épuisement qui s'était propagé de ses muscles à ses os. Mais elle avait ramené son fils à la maison. La voix de Marcus était rauque. « Comment t'appelles-tu? »« Maya. »« Quel âge as-tu? »« 14 ans. » Marcus voyait tout, le sac à dos maintenu par des épingles de sûreté, l'épuisement accumulé en une seule journée. « Où sont tes parents? » Maya baissa les yeux. « Je n'en ai pas. »« Où habites-tu? » Il y eut un long silence, puis elle répondit doucement. « Partout où je peux. » Le poids de cette réponse resta suspendu dans l'air. Marcus tenait toujours Danny dans ses bras. « Tu es sans abri. » Elle acquiesça. « Et où as-tu trouvé mon fils? » Derrière un bâtiment incendié. Il pleurait et était perdu. Je ne pouvais pas le laisser là. « Tu l'as porté? Sur quelle distance? » « Des kilomètres, je crois. J'ai demandé de l'aide aux gens, mais personne ne s'est arrêté. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que je découvre qui il était. Même quand tu as découvert qu'il était mon fils, tu as continué à avancer. » Maya croisa son regard. Il avait besoin de son père. J'ai promis de le ramener à la maison. Marcus la fixa du regard. Cet enfant sans abri et affamé avait tout donné à un étranger. Danny prit la parole. Elle m'a donné son eau. Papa, toute son eau. Elle a été très gentille alors que j'avais peur. Quelque chose changea dans l'expression de Marcus. Il vit au-delà de la saleté et de la pauvreté, il vit de la personne qui se cachait derrière. Marcus Ree était connu pour sa capacité à lire dans les pensées des gens, et ce qu'il vit en Maya était quelque chose de rare et qui méritait d'être protégé. Marcus tendit Danny à Linda. Danny s'agrippa à son père. « Où va Mia? »« Nulle part pour l'instant, fiston. Nous devons lui parler. » Marcus fit signe à Maya de le suivre à l'intérieur. Son instinct de survie lui criait qu'il y avait un danger, mais elle était déjà venue jusqu'ici. À l'intérieur, les motards étaient rassemblés. Jackson se tenait près du centre. Il dégageait une autorité absolue. Marcus expliqua rapidement. « Nous avons trouvé Danny derrière un bâtiment incendié. Elle l'a porté pendant des kilomètres. Elle lui a donné sa seule bouteille d'eau. Je suis venu ici après avoir appris qui ils étaient. 14. Sans domicile, sans famille, sans rien. » Les yeux de Jackson se fixèrent sur Maya. « Vous avez porté un enfant aveugle pendant des kilomètres à travers l'East Side. »
Oui, monsieur. Un autre moteur demanda, pourquoi? Qu'espériez-vous obtenir? Maya avait l'air confuse. Rien. Il avait besoin d'aide. Vous n'avez pas pensé à la récompense, un moyen de pression? Je ne pouvais pas le laisser là-bas tout seul. Les moteurs échangèrent des regards. Tommy prit la parole. Elle est sans abri. Elle aurait pu demander de l'argent ou de la nourriture. Regardez-la. La voix de Marcus était assurée. Elle n'a rien demandé, ni nourriture, ni eau, ni même un téléphone. Elle a juste marché pendant des heures. Jackson observa Maya. Tu sais qui nous sommes? Oui, monsieur. Les Hells Angels. Ça ne t'a pas effrayé? Sa voix se brisa. J'étais terrifié, mais Danny avait encore plus peur. Il avait plus besoin de son père que moi d'être en sécurité. Le silence se fit dans la pièce. Ces hommes, qui avaient tout vu, se sont retrouvés émus par cette simple déclaration. Jackson a regardé Marcus. Une question silencieuse est passée entre eux. Marcus s'est avancé. Nous lui sommes redevables, Jax, plus que nous ne pouvons le rembourser. Un motard plus âgé a hoché la tête. Ces enfants ont un vrai cœur. La plupart des gens auraient ignoré Danny. Elle n'a nulle part où aller. Marcus a dit qu'elle avait 14 ans et qu'elle vivait dans la rue. On ne peut pas la laisser retourner là-bas. Le cœur de Mia battait à tout rompre. Je n'ai besoin de rien. Je vais bien. Marcus la regarda. Tu ne vas pas bien. À quand remonte ton dernier repas complet? Silence. À quand remonte la dernière fois où tu as dormi dans un endroit sûr? Pas de réponse. Marcus se tourna vers Jackson. Je veux mettre cela aux voix. Les Hells Angels avaient un code et Maya venait de prouver qu'elle vivait selon un code similaire. Jackson a demandé le silence. Marcus veut soumettre quelque chose au vote. Marcus s'est placé au centre. Mais, frère, Marcus a sauvé mon fils. Pas pour une récompense ou une reconnaissance, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Il a fait une pause. Di est aveugle. Il était perdu. Elle aurait pu l'abandonner n'importe où. Elle aurait pu rester anonyme. Elle aurait pu rester en sécurité. Au lieu de cela, elle l'a porté pendant des heures. Elle lui a donné sa seule eau. Elle a marché jusqu'à notre porte, terrifiée. Sa voix s'est épaissie. Elle a 14 ans. Elle est sans abri. Elle n'a ni famille ni soutien. Elle n'a rien. Pourtant, elle a plus d'humanité que la plupart des gens qui ont tout. Snake acquiesça. Elle a le cœur que nous prétendons valoriser. La loyauté, la protection, faire ce qui est juste même quand c'est difficile. La voix de Tommy était chargée d'émotion. Ma fille a 7 ans. Si elle se perdait, je voudrais que quelqu'un comme Maya la retrouve. Jackson regarda autour de lui. Le vote. Devions-nous prendre Maya sous notre protection? Lui offrir un endroit sûr? L'aider? La traiter comme un membre de la famille? Des voix s'élevèrent immédiatement. Bien sûr que oui. C'est ce qu'on fait. Cette gamine le mérite. Jackson leva la main. Tous ceux qui sont pour? Toutes les mains se levèrent, à l'unanimité. Absolument. Marcus regarda Maya qui était appuyée contre le mur, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Tu restes cette nuit. Un vrai lit, de la vraie nourriture. Demain, on verra pour le reste. Les yeux de Mia se remplirent de larmes. Je ne comprends pas, dis-je. Je n'ai rien fait de spécial. Marcus s'agenouilla à sa hauteur. Tu as fait quelque chose de spécial. Tu as sauvé mon fils alors que tu aurais pu te sauver toi-même. C'est ce que fait une famille. C'est ce que nous protégeons. Maya ne le savait pas encore. Mais ce moment allait tout changer. Pas seulement pour elle, mais pour tous les enfants oubliés de Tucson. Si vous pensez que Mia mérite cela, aimez cette publication. Si vous voulez défendre les enfants comme elle, commentez « La famille protège la famille ». Linda emmena Maya dans une chambre d'amis. « On va te nettoyer, ma chérie. » La salle de bain avait l'eau courante, une douche chaude, du savon et des serviettes, des choses que Maya considérait comme acquises avant de devenir sans-abri et de perdre tout luxe. Il laisse rester sous la douche pendant 20 minutes. L'eau coulait brune et grise, emportant des semaines de saleté accumulées dans la rue. La chaleur imprégnait ses muscles endoloris. Elle s'est frottée avec du savon 3 fois jusqu'à ce que sa peau soit rose, mais enfin propre. Quand elle sortit, des vêtements propres l'attendaient. Un jean propre, un t-shirt doux, des chaussettes sans trous et un sweat à capuche. De vrais vêtements, pas des vêtements usagés provenant de magasins caritatifs. Maya s'habilla lentement, les mains tremblantes. Elle se regarda dans le miroir et eut du mal à se reconnaître. Le même visage, mais plus propre,
plus jeune et moins abattue. Linda sourit quand elle sortit. C'est beaucoup mieux maintenant. Tu as faim? Viens. Une assiette l'attendait. Il y avait un hamburger, des frites, des légumes, des fruits et du lait. Plus de nourriture que Maya n'en avait vu en un mois. Elle mangea lentement au début, craignant qu'on ne le lui enlève, mais personne ne l'arrêta. Marcus entra avec Danny, qui était propre et nourri. Le visage de Danny s'illumina. Maya, tu es toujours là. Elle sourit, ses muscles habitués à cette expression. Oui, mon pote, je suis toujours là. Marcus s'assit en face d'elle avec Danny sur les genoux. Merci, je sais que je le répète sans cesse, mais merci. Tu n'as pas besoin de me remercier sans cesse. Si j'ai besoin, tu m'as rendu mon fils. Danny tendit la main vers la voix de Mia. Tu restes? Papa a dit que tu pourrais rester. Mia regarda Marcus d'un air incertain. Marcus acquiesça. Aussi longtemps que tu en auras besoin. C'est ta maison maintenant, si tu le souhaites. Cette nuit-là, Maya dormit dans un vrai lit pour la première fois depuis 2 ans. Elle se réveilla sans savoir si tout cela avait été réel ou si elle avait rêvé. Le matin arriva avec la lumière du soleil qui pénétrait par une vraie fenêtre. Maya se réveilla désorientée, à moitié convaincue que tout cela n'était qu'un rêve, mais la pièce était bien réelle. Elle s'habilla et sortit prudemment. Danny l'attendait, comme s'il savait exactement quand elle allait sortir. « Maya, tu es toujours là. Tu n'es pas partie. »« Oui, mon grand, je suis toujours là. Tu veux bien me faire la lecture? » Papa essaye, mais il saute des mots. Marcus apparut en riant. « Je plaide coupable. » Maya s'assit avec Danny, un livre en braille ouvert devant elle. Elle lut lentement, laissant ses doigts suivre les points en relief. Il l'interrompit avec des questions et elle répondit patiemment, sans jamais le presser. Des motards passèrent, observant cette fille et traiter le fils de Marcus avec tant de douceur. L'un d'eux murmura, « Ce gamin a quelque chose de spécial. » Marcus observait depuis l'embrasure de la porte, voyant que son fils était complètement à l'aise. Danny rit à quelque chose dans l'histoire, un rire sincère et éclatant. Marcus réalisa qu'il n'avait pas entendu ce son depuis longtemps. Le traumatisme d'avoir été perdu était réel, mais la présence de Mia aidait Danny à guérir. Danny avait trouvé plus qu'une simple sauveuse. Il avait trouvé une sœur. Ce soir-là, Marcus trouva Maya assise sur les marches à l'extérieur de l'enceinte. Il s'assit à côté d'elle et lui tendit un soda. Ils restèrent assis dans un silence confortable. « Tu t'adaptes bien? » Maya acquiesça. « J'ai encore l'impression de rêver. » Marcus regarda le coucher de soleil. La mère de Danny est morte quand il avait 3 ans. Maya se tourna vers lui, surprise. D'un cancer, rapide et brutal. Danny était trop jeune pour comprendre. Il fit une pause. Il était né aveugle. Au début, sa mère était terrifiée. Comment élever un enfant aveugle? Mais elle était incroyable. Elle a tout appris. Les brailles, la mobilité. Elle a rendu le monde compréhensible pour lui. Sa voix se brisa. Quand elle est morte, j'ai dû me débrouiller seul. Je ne suis pas doué pour les choses délicates. Je suis doué pour protéger. Mais il a besoin de douceur, de patience, qu'on lui fasse la lecture sans frustration. Il regarda Maya. Quand tu as franchi cette porte hier, tu ne l'as pas seulement ramené à la maison. Tu as prouvé qu'il y a des gens qui voient des enfants vulnérables et ne s'en détournent pas. Maya eut la gorge serrée. J'étais l'un de ces enfants. Vulnérable, invisible. Si quelqu'un m'avait aidé plus tôt, peut-être ne serions-nous pas ici aujourd'hui. Tu ne devrais pas être invisible. Lui non plus. Ce que Marcus ne mentionna pas, c'est que Maya lui rappelait sa défunte épouse. 2 semaines passèrent dans le flou tandis que les Hells Angels se mobilisaient. Jackson passa des coupes de fil et navigua dans les méandres de la bureaucratie. Maya n'avait ni certificat de naissance, ni dossier scolaire, ni aucune preuve de son existence. « Nous devons scolariser cet enfant », dit Jackson à Marcus. Des travailleurs sociaux vinrent lui rendre visite, sceptiques à l'idée qu'une fille de 14 ans puisse être associée à un club de motards. Cependant, ils constatèrent que la chambre de Maya était propre, qu'elle était bien nourrie et en sécurité. Ils l'interrogèrent. « Te sens-tu en sécurité ici? » « Plus en sécurité que je ne me suis jamais senti. » Ils ont également interrogé Danny. « Qui est-ce Maya? »« C'est mon amie. Elle m'a sauvé. Elle me fait de la lecture. »
L'assistante sociale a pu constater que nous avions un lien sincère. En 2 semaines, les formalités administratives ont été réglées. Maya a été inscrite au lycée. Les moteurs lui ont acheté des fournitures scolaires adaptées, un sac à dos, des cahiers, des stylos et une calculatrice. Le premier jour, Marcus l'a conduite à l'école. Tu es nerveuse? Tu as peur? Marcus a souri. Tu entres dans le quartier général des Hells Angels avec une enfant aveugle. Tu peux gérer le lycée. Maya a ri malgré son trac. Il lui a tendu un téléphone. C'est le tien. Mon numéro est enregistré dedans. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je viendrai te chercher. Mia a regardé son premier téléphone. Merci. La famille prend soin de la famille. L'école était difficile. Mia n'avait pas mis les pieds dans une salle de classe depuis 2 ans. Mais chaque jour, elle rentrait chez elle auprès d'une famille qui croyait en elle. Au bout de 3 semaines, elle a atteint ses limites. L'école était plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Les maths lui semblaient impossibles. Elle se sentait comme un fardeau. Un soir tard, elle a entendu des voix provenant de la salle commune. Les enfants l'aiment bien. Oui, mais combien de temps peut-elle rester? Elle ne fait pas partie de la famille. Marcus semble déterminé pour l'instant. Mais si cela changeait, le cœur de Maya se serra. Elle avait déjà vécu cela. Elle avait été placée dans des familles d'accueil qui lui promettaient de la sécurité, mais qui avaient fini par abandonner. Cette nuit-là, elle fit son sac à dos. Mieux valait partir de son propre chef que d'attendre d'être à nouveau abandonnée. Elle était à mi-chemin de la porte quand une voix l'arrêta. « Où vas-tu? » Marcus était assis sur les marches, une cigarette allumée à la main. Maya se figea. « Je courais, c'est tout. »« Quoi? » Elle ne savait pas quoi répondre. « Maya, pourquoi pars-tu? » Sa voix se brisa. « Parce que tout le monde me quitte toujours. C'est plus facile si je pars maintenant. » Le visage de Marcus s'adoucit. « Qui a dit que tu partais? J'ai entendu des gens dire que je ne faisais pas partie de la famille. » Marcus soupira. « Ces idiots discutaient pour savoir s'ils devaient mettre un bureau ou une bibliothèque dans ta chambre. Ils voulaient rendre ton espace plus permanent, pas te mettre dehors. » Maya le fixa du regard. « Tu ne vas nulle part, tu m'entends? Tu fais partie de la famille maintenant. » La famille ne se laisse pas tomber. Cette nuit-là, Marcus décida que si Maya ne pouvait être convaincue par des mots, il le lui montrerait par des actes. Le lendemain matin, Marcus frappa tôt à la porte. « Habille-toi. On va quelque part. »« Où? » ?»« Tu verras. » Ils se rendirent à la DVLA. « Qu'est-ce qu'on fait ici? »« On va te procurer une pièce d'identité. De vrais papiers. » La femme derrière le comptoir connaissait Marcus. C'est elle? Il acquiesça. Elle traita les documents avec efficacité. En moins d'une heure, Maya avait une carte d'identité. Son nom, sa photo, la preuve qu'elle existait. Elle la fixa, les yeux brouillés par les larmes. « J'ai une carte d'identité. Tu es officiel maintenant. » Mais ce n'était pas tout. Ils se rendirent à la banque. Marcus ouvrit un compte à son nom. « Je déposerai de l'argent chaque mois pour tes études, tout ce dont tu auras besoin. »« Je ne peux pas accepter. C'est trop tard. C'est déjà fait. » Dernière étape. Je suis de retour au complexe. Les moteurs ont travaillé toute la journée. La chambre de Maya a été transformée. De la peinture fraîche, un vrai bureau, une bibliothèque remplie de livres. Il y a une nouvelle literie et des photos sur les murs. Une photo la montrait avec Danny, toutes deux souriantes. Danny attendait à l'intérieur, trépignant d'excitation. Surprise. Ça te plaît? Maya ne pouvait pas parler. Elle a juste hoché la tête en pleurant. Marcus a posé une main sur son épaule. C'est permanent. Tu n'es pas une invitée. C'est chez toi. Maya comprit enfin. On ne se contentait pas de l'aider. On l'accueillait. Si ce moment vous touche, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Si vous vous êtes déjà senti invisible, laissez un commentaire disant « Je te vois ». Les semaines se transformèrent en mois. Maya s'épanouissait. Ses notes s'améliorèrent grâce aux cours particuliers de Linda. Elle aidait dans le garage, apprenant à entretenir les motos. Mais surtout, elle commença à remarquer les autres enfants à l'école. Les oubliés, les invisibles. Il y avait un garçon qui mangeait toujours seul. Il portait toujours les mêmes vêtements. Il avait de l'air traqué et fatigué. Mir s'est approché de lui. « Hey, ça va? » Le garçon avait l'air méfiant. « Pourquoi tu t'en soucies? »« Parce que j'ai été à ta place. Si tu as besoin d'aide, je connais des gens. »
Peu à peu, il a raconté son histoire. Il dormait chez des amis et survivait à peine. Maya en a parlé à Marcus ce soir-là. Le club s'est immédiatement mobilisé. Ils ont retrouvé le garçon, l'ont mis en relation avec des ressources et se sont assurés qu'il avait de quoi manger et qu'il était en sécurité. C'est devenu une habitude. Lorsque Mia remarquait des enfants laissés pour compte, les Hells Angels agissaient. Ils ont commencé à voir les enfants sans abri qu'ils avaient ignorés pendant des années. Un jour, Tommy a secoué la tête. Je n'avais jamais pensé à combien ils étaient nombreux, a-t-il dit. Maya nous a fait les voir, a répondu Marcus. Le club a lancé une initiative discrète. Pas de publicité, juste aider les enfants qui en avaient besoin. Ils ont fait des dons à des refuges, organisé des collectes de fournitures et sont intervenus directement. Maya est devenue le pont. Elle savait comment parler aux enfants des rues et gagner leur confiance. Ils ne sont pas ce que vous pensez, disait-elle aux enfants sceptiques. Ils m'ont sauvé. Une fille a regardé Maya avec des yeux hantés. Des motards, vraiment? Vraiment? Il y a 3 mois, j'étais là où vous êtes maintenant. Regarde-moi maintenant. L'histoire de Maya était en train de devenir légendaire, mais elle ne le faisait pas pour être reconnue. Elle le faisait parce qu'elle se souvenait de ce que c'était que d'être seule. Un soir, quelqu'un est venu à la porte pour la demander. Est sorti et s'est arrêté, surprise. C'était Carlos, le propriétaire du stand de tacos, qui tenait des sacs de nourriture. Carlos, tu te souviens de moi? Bien sûr, toi et le garçon aveugle. J'ai vu les informations après. Je savais que c'était toi. Ils t'ont recueilli après que tu aies regardé autour de toi. Maya acquiesça et sourit. Ils m'ont donné une famille. Carlos sourit chaleureusement. Je savais que tu étais spécial. Il lui tendit les sacs. C'est pour toi et Danny. Marcus invita Carlos à rester pour dîner. Autour des tacos, Carlos raconta des histoires sur les enfants qu'il avait rencontrés dans la rue. Il expliqua comment il avait essayé de les aider, mais qu'un seul homme ne pouvait pas tout faire. Jackson secoua la tête. Vous avez aidé plus que vous ne le pensez. Vous avez aidé Maya quand elle en avait le plus besoin. Carlos regarda Mia avec fierté. Elle avait aidé ce garçon. La gentillesse crée un cercle vertueux. Avant de partir, Carlos dit à Mia, « Continuez à faire ce que vous faites. Le monde a besoin de plus de gens comme toi. » La petite marque de compassion dont Carlos avait fait preuve avait rendu possible tout ce qui avait suivi. 1 an s'était écoulé depuis que Maya avait porté Danny, aujourd'hui âgé de 15 ans, à travers Tucson. Maya était assise dans sa chambre, faisant ses devoirs, son téléphone vibrant sous les SMS de ses amis. Sa vie était méconnaissable. Danny avait 8 ans, elle était plus confiante, toujours aveugle, mais plus désemparée. Leur lien s'était approfondi pour devenir quelque chose qui s'apparentait à celui entre frères et sœurs. Marcus était devenu la figure paternelle que Maya n'avait jamais eue. Il assistait aux réunions scolaires, lui apprenait à monter à cheval et était toujours là pour elle. Cette année-là, le club avait aidé 14 enfants sans abri à trouver des ressources. Certains avaient été placés dans de meilleurs foyers, d'autres avaient retrouvé leur famille et d'autres encore avaient été accueillis dans la fraternité. Jackson convoqua une réunion et invita Maya. Il y a 1 an, une fille sans-abri a franchi nos portes avec le fils de Marcus dans les bras. Elle n'avait rien. Elle aurait pu demander n'importe quoi. Elle ne l'a pas fait. Les têtes acquiescèrent. Elle nous a montré les valeurs que nous prétendons défendre. La loyauté, la protection et le fait de faire passer les autres avant soi. Jackson regarda Maya. Elle a continué à nous le montrer depuis. Elle nous a aidés à voir les enfants que nous ignorions. Elle a changé ce club. Marcus se leva. Maya, tu es trop jeune pour être membre, mais tu n'es pas trop jeune pour faire partie de la famille. Une famille officielle. Il lui tendit un gilet en cuir modifié et brodé de son nom dans le dos. Famille des Hells Angels, pouvait-on lire en dessous. Maya Rodriguez, protégée. Les mains de Maya tremblaient lorsqu'elle le prit. Cela signifie que où que tu ailles, tu bénéficies de notre protection, expliqua Marcus. Tu ne restes pas seulement avec nous. Tu es l'une des nôtres. Si quelqu'un t'embête, c'est nous tous qui l'embêtent. Tu fais partie de la famille pour toujours. Les motards se levèrent pour lui témoigner leur respect. Danny applaudit. Maintenant, tu es vraiment ma sœur. Maya enfila le gilet. Il lui allait parfaitement. Elle pleurait, mais c'était des larmes de joie. Marcus la serra dans ses bras.
Bienvenue à la maison, Maya. Pour de vrai. Mia avait passé toute sa vie à être invisible. Mais maintenant, avec ce gilet, il était impossible de l'ignorer. Si le parcours de Mia vous a inspiré, cliquez sur j'aime. Si vous croyez qu'il faut défendre ceux qui ont été oubliés, abonnez-vous et laissez un commentaire. La famille protège la famille. Le soleil se couchait sur Tucson, peignant le ciel de couleurs incroyables. Maya et Danny étaient assis sur les marches de l'enceinte où Marcus l'avait empêché de s'enfuir. Raconte-moi encore l'histoire, demanda Danny. Celle où tu m'as trouvé, dit Maya en souriant. Tu l'as entendue 100 fois, j'aime l'entendre. Maya commença donc à la raconter doucement. Quand tu l'as entendu pleurer, quand tu lui as donné de l'eau, quand tu l'as porté pendant des kilomètres, quand tu étais terrifié mais que tu l'as fait quand même. Danny écoutait, les yeux embués, voyant tout ce qui comptait. Tu m'as sauvé la vie et tu as sauvé la mienne, répondit Maya. Comment? Tu m'as porté? Oui, mais tu m'as donné une raison d'être courageux. Tu m'as donné une famille. Tu m'as fait sentir importante alors que je pensais que je serais toujours invisible. Danny s'appuya contre elle. Tu as toujours compté. Tu ne le savais pas, c'est tout. Sa gorge se serra. Je ne le savais pas avant. Maintenant, je le sais. Ils restèrent assis en silence, regardant le même ciel qui avait été témoin des difficultés de Mia. Le même ciel qui l'avait vu guider un garçon aveugle, en toute sécurité à travers des rues dangereuses. Marcus les rejoignit et s'assit à côté de Maya. Qu'est-ce que vous mijotez toutes les deux? On parle juste du fait que Mia est la meilleure sœur qui soit, répondit Danny. Marcus regarda Maya. Il n'a pas tort. Mia sentit le poids du gilet sur ses épaules, sentit la chaleur de Danny à côté d'elle et la présence solide de Marcus. C'était ici chez elle, pas dans le bâtiment ou dans l'enceinte. C'étaient les gens qui avaient choisi de la voir, qui avaient décidé qu'elle méritait protection, amour et famille. Maya apprit quelque chose le jour où elle trouva Danny. Elle apprit que la gentillesse n'est pas un signe de faiblesse, mais la chose la plus forte que l'on puisse offrir quand le monde vous dit de détourner le regard. Elle apprit que la famille n'est pas une question de sang, mais d'être présent, de tenir ses promesses et de se soutenir mutuellement quand le chemin devient trop difficile à parcourir seul. Elle a également appris que les personnes que la société craint le plus sont parfois celles qui comprennent mieux que quiconque la protection, la loyauté et l'amour. Ce jour-là, les Hells Angels n'ont pas seulement sauvé une fille aux sans-abri. Ils ont prouvé que tout le monde mérite d'être vu. Tout le monde mérite d'avoir de l'importance. Parfois, dans les ruelles les plus sombres de nos villes oubliées, une fille sans-abri et un garçon aveugle qui a perdu son chemin peuvent se trouver au bon moment et créer quelque chose de beau à partir de leur fragilité commune. C'est leur histoire, mais cela pourrait être celle de n'importe qui. Nous avons tous le pouvoir de remarquer l'invisible, d'aider les personnes vulnérables et de choisir la gentillesse alors que la cruauté serait plus facile. Nous devons simplement décider que la vie d'une autre personne vaut la peine de prendre le risque. Mia l'a fait et cela a tout changé. L'histoire de Mia n'est pas unique. À l'heure actuelle, des milliers d'enfants vivent une vie invisible dans nos rues. Mais ce qui est unique, c'est que quelqu'un a choisi de la voir. Quelqu'un a choisi de l'aider. Si cette histoire vous a ému, faites 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Nous racontons d'autres histoires sur les héros inattendus qui nous entourent. Deuxièmement, commentez. Je peux voir vos commentaires ci-dessous. Construisons une communauté qui remarque ceux qui sont souvent ignorés. Troisièmement, partagez cette vidéo car quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre qu'il compte, qu'il est vu et qu'il mérite protection et amour. Les Hells Angels ont un code. Protéger les plus vulnérables. Honorer la loyauté. Ne jamais abandonner sa famille. Il est peut-être temps que nous vivions tous selon ce code. Si vous êtes d'accord, laissez un commentaire. La famille protège la famille. Faisons en sorte que cela devienne viral. Faisons entendre la gentillesse. Merci d'avoir regardé. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à remarquer les invisibles.